Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, le brin d'histoire. On va 163 ans en arrière. On va revenir sur une œuvre qui est centrale dans la littérature française, dont tout le monde a entendu parler, parce que c'est non seulement sorti sous forme de livre, mais c'est sorti sous forme de comédie musicale, c'est sorti au cinéma, c'est sorti à la télé sous forme de série, et c'est l'œuvre la plus célèbre d'un des plus grands écrivains de l'histoire française du 19e siècle, qui s'appelle Victor Hugo. Donc on va parler des Misérables, tout à fait. Les Misérables sont sortis il y a 163 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, c'était le 3 avril 1862. Il faut savoir que l'histoire des Misérables est quand même assez intéressante. Bon, je vais pas m'appesantir sur le livre en lui-même. C'est une œuvre énorme, gigantesque, sur 5 tomes. Il faut savoir que Victor Hugo a mis près de 5 à 6 ans pour écrire l'œuvre intégralement. Mais l'idée avait germé dans son esprit pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, il rêvait d'écrire une œuvre qui décrivait en réalité la misère dans tout ce qu'elle a de plus brut, dans tout ce qu'elle a de plus dur. Et il voulait aussi montrer un peu la transformation en mal de la société à travers la transformation négative des individus. La transformation en mal de la société, pourquoi? Parce que déjà, il faut se rappeler qu'à l'époque où Victor Hugo écrit ce livre, il est en exil à Guernesey. Il est en exil pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un fervent royaliste, c'est-à-dire un partisan de Napoléon. Et puis, entre-temps, Napoléon Ier va abdiquer. Et puis des années vont passer, ce sera la fin du Premier Empire, puis la République va être restaurée jusqu'à l'arrivée du neveu de Napoléon, quelques décennies plus tard, lui, Napoléon Bonaparte, qui qui remportera l'élection présidentielle. J'en avais parlé ici dans un numéro, et à la suite, une fois qu'il est président, il va décider de faire un coup d'État et donc de restaurer l'Empire. C'est la période qu'on appelle le Second Empire. Et donc, à partir de là, Victor Hugo, qui est quand même un homme de principe, qui est un homme à l'époque, qui était vraiment quelqu'un qui avait des idéaux qui défendait avec beaucoup de vigueur, va se sentir trahi par ce coup d'État de Napoléon III. Et donc, à partir de là, il va devenir un véritable opposant au système de Napoléon, ce qui va lui valoir de quitter la France et de partir en exil, de quitter Paris et de partir en exil. Et donc, à partir de là, il faut savoir que lorsque Les Misérables sortent en 1862, ça faisait plus de 30 ans que Victor Hugo n'avait plus écrit. Sa dernière œuvre très importante était sortie en 1830, et il s'agissait de Notre-Dame de Paris. Entre 1830 et 1862, non pas que Victor Hugo n'écrivait plus, mais il n'écrivait plus de romans. Il avait décidé de se consacrer à la poésie, et donc, étant donné aussi de la gloire, de l'immense notoriété qu'il avait acquise après la publication de Notre-Dame de Paris, il avait donc décidé de se consacrer à d'autres choses, de ne plus écrire de romans, et de se consacrer d'abord aussi à une autre forme d'écriture qu'il adorait, c'était la poésie. Et donc, durant des années, il va écrire la poésie, mais au fur et à mesure de ses voyages, au fur et à mesure de ses rencontres, il ne va cesser d'être frappé par cette transformation de la société, cette misère humaine qui semblait présente un peu partout autour de lui à Paris, et surtout l'énorme fracture sociale qu'il y avait entre la bourgeoisie et le prolétariat. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec la chute du premier empire de Napoléon Bonaparte et le retour de la République, ça va être deux nouvelles sociétés qui vont être non pas juxtaposées l'une à côté de l'autre et évoluer ensemble, à savoir la bourgeoisie et le prolétariat. C'est plutôt deux sociétés antagonistes dont l'une ne cesse d'oppresser la deuxième. Et lui, il voit que la République, en réalité, n'est pas un facteur d'égalité entre les individus, c'est plutôt un facteur d'oppression où la loi est utilisée par les plus forts
pour exploiter, voire opprimer les plus faibles. Et donc, à partir de là, il va commencer à germer dans son esprit l'idée qu'il fallait, évidemment, décrire ce monde-là. Pourquoi ? Parce que Victor Hugo restait intimement convaincu que c'est par l'instruction qu'on peut transformer les individus. Donc, si on veut transformer positivement les individus, il faut qu'on leur explique le monde dans lequel ils sont pour créer en eux une espèce de réflexion qui va amorcer un changement. Ça, c'est la première chose. Et surtout pour lui, il y avait 3 choses qu'il fallait pour transformer la société. Donc, l'instruction qu'il fallait accorder à l'homme. La deuxième chose, c'est qu'il fallait arrêter de l'exploitation de la femme. Lui, Victor Hugo était l'un des tout premiers féministes de l'histoire moderne. Parce qu'à son époque, les femmes étaient très exploitées. Un peu comme on le voit aussi aujourd'hui. C'est vrai que ça a beaucoup changé, mais cette exploitation des femmes existe encore. Mais elle était encore pire au 19e siècle. Les femmes parfois la plupart des prostituées, par exemple, elles ne le faisaient pas parce qu'elles aimaient ça. Elles le faisaient parce que pour la plupart, elles avaient des enfants, il fallait les nourrir, et puis qu'elles étaient les femmes abandonnées, ou soit parce que il y avait une telle inégalité déjà entre les hommes et les femmes ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas être rares étaient celles qui pouvaient avoir un travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Pour la plupart, elles étaient cantonnées à des tâches ménagères. Et donc, pour celles qui ne parvenaient pas à être mariées, donc à être sous la charge d'un homme, eh ben, elles étaient obligées de faire les petits jobs. Et donc, malheureusement, ça aussi, c'était très difficile à avoir. Et donc, beaucoup d'entre elles terminaient dans les rues de Paris et devenaient des prostituées. Donc, pour lui, la deuxième chose, c'est qu'il fallait sortir la femme de cette situation d'inégalité-là pour faire évoluer la société. Et la troisième chose aussi, c'est qu'il fallait préserver les enfants. Il fallait protéger les enfants. Parce que aussi à cette époque, les femmes comme les enfants étaient particulièrement exploités, étaient particulièrement exposés à tous les dangers de toutes sortes. Ils étaient violés, ils étaient exploités, ils travaillaient dans des mines, ils travaillaient très jeunes pour gagner de l'argent parce que les parents pauvres n'avaient pas les moyens de les emmener à l'école. Et pour lui, le fait que les enfants ne soient pas extirpés de ces environnements-là qui étaient malsains, il se basait un peu sur la vision de Jean-Jacques Rousseau qui disait que tout homme naît bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Et pour Victor Hugo, effectivement, la société française telle qu'elle existait à l'époque était mauvaise et c'est ce qui faisait qu'on fabriquait des hommes mauvais. Et au lieu de mettre en place des mécanismes pour essayer d'apporter, si tu veux, de redresser les gens, de leur donner une seconde chance, de leur permettre de leur apporter la rédemption, eh bien, on mettait des lois de plus en plus dures qui faisaient que ceux qui étaient frappés d'une quelconque manière par ces lois qu'il jugeait injustes, étaient donc condamnés à être des gens mauvais. Et donc pour lui, il fallait donc ces 3 choses-là. Il fallait instruire l'homme, il fallait sortir la femme de cette situation d'exploitation permanente dans laquelle elle était cantonnée, et il fallait protéger les enfants pour éviter qu'ils ne deviennent des mauvaises personnes demain. Et donc pour lui, il fallait donc cette instruction apporter aux gens, et pour lui, ça devait passer par l'écriture. Et donc, il va commencer à germer dans son esprit l'idée d'écrire un roman qui remette en cause cette injustice sociale qui frappait la société française. Et donc, entre-temps, il est, comme je le dis, il est encore dans la période où il est auréolé de la gloire de son dernier roman Notre-Dame de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui aussi se consacre à la poésie. Comme je dis, il n'écrivait plus de romans, mais il ne cesse de continuer d'observer sa société et continuer de faire progresser l'idée de créer, l'idée d'écrire un roman justement qui va parler de cette misère-là. Et donc pour lui, l'écriture en réalité va commencer le 7 novembre 1845 et il faut savoir que pour lui, Les Misérables, c'est une œuvre en 5 tomes, ça fait plus de 700 pages. Mais en 1862, vont sortir les 2 premiers tomes. Et donc, dans ces 2 premiers tomes, on y voit d'abord, si tu veux, la rédemption et le parcours d'un personnage principal qui est Jean Valjean. Et donc, Victor Hugo dira plus tard qu'en réalité, Jean Valjean, il lui a donné certaines caractéristiques qu'il a de lui-même, en fait. Le Jean Valjean tel qu'on le décrit, c'est un peu lui, Victor Hugo, un peu jeune. Et donc, il aura tendance à dire que lorsqu'il va écrire ses mémoires par la suite, il va dire qu'en réalité, il avait commencé à écrire ses mémoires lorsqu'il avait écrit Les Misérables, puisque le parcours même de Jean Valjean est en partie lié au sien. Il s'est un peu inspiré de son propre parcours. Et donc, lorsqu'il va commencer l'écriture le 7 novembre 1845, ça va commencer par
quelques repérages, notamment au niveau de Paris, mais il va arrêter l'écriture, il va d'abord suspendre l'écriture du roman en 1848 parce qu'il va s'intéresser à la politique, parce qu'en 1848, il va assister à l'abdication de Louis-Philippe et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il avait d'abord soutenu en tant que président, mais qu'il va honnir en tant qu'empereur, donc de Napoléon III du Second Empire. Donc, comme je le disais, il va donc rentrer en résistance et donc il va être obligé de prendre prendre la clandestinité et il va partir de ville en ville. Et donc, ce voyage-là, itinéraire de ville en ville, en province, va être aussi le moyen pour lui d'observer toujours cette misère-là du point de vue, non plus dans Paris, mais aussi dans les provinces. Et il va constater que la misère, elle est partout. Et donc, à partir de là, en observant les comportements des provinciaux, ça va aussi lui donner l'idée de créer de nouveaux personnages qui vont devenir des personnages tout aussi forts de son œuvre. Par exemple, le petit Gavroche, qui va être lui aussi un personnage qui va sortir tout droit, notamment de ces observations-là, des provinciaux. Et surtout, le petit Gavroche aussi va être un personnage dont il va s'inspirer après avoir lu un livre de Jeanne de la Croix qui était paru en 1830, qui s'appelait « Tout droit sorti de la liberté guidant le peuple ». Et donc, grâce à toutes ces rencontres-là, grâce à toutes ces expériences, il va aussi enrichir son œuvre et enrichir les personnages. Et donc, à partir de là, il va, le fait qu'il ait aussi repris l'exil et qu'il soit parti de Paris, ça va l'inciter à reprendre en réalité l'écriture de son livre qu'il avait interrompu quelques années auparavant. Et donc, à partir de là, il va continuer à écrire, aidé en cela par certains de ses amis qui étaient restés à Paris. Il faut savoir que le reste, l'œuvre en elle-même a été pour les 3/4 écrite alors que Victor Hugo n'était plus à Paris. Et donc, il paraîtrait qu'il était aidé en cela par certains de ses amis qui étaient restés à Paris. Et donc, pour corroborer certaines histoires, notamment sur les lieux, il n'hésitait pas à écrire à ses amis pour lui demander de vérifier si telle rue existait encore, de lui faire la description de tel ou tel endroit afin d'enrichir son livre. Et puis la deuxième chose qui est très intéressante avec les Misérables, c'est que c'est une œuvre qui fait partie d'un courant littéraire qu'on appelle les impressionnistes, c'est-à-dire ces gens qui décrivent en fait la société telle qu'elle est. C'est le même courant artistique de Van Gogh. Voilà, mais ça c'est pour la peinture. Pour la littérature, on a les impressionnistes. Et puis, à l'époque, il y avait deux autres grands auteurs, deux grands peintres de la fresque sociale française. D'un côté, on avait Honoré de Balzac avec le livre L'Avarice, le Père Grandet, qui va décrire la déchéance d'un individu. Le père Grandet, qui était un bourgeois bien installé, mais qui, pour répondre aux caprices de ses filles, ne va cesser de s'appauvrir. Et on va voir comment est-ce que cet individu, qui avait bien réussi sa vie, puisqu'il était parvenu à monter une affaire qui était florissante, mais pour subvenir aux caprices de ses enfants, il va commencer à décliner et on va, dans le Père Grandet, Honoré de Balzac décrire la déchéance de l'individu. Et Honoré de Balzac, quand vous lisez ses œuvres, c'est quelqu'un qui est extrêmement extrêmement pointilleux sur les détails. Il observe les détails sur les individus. Lorsqu'il décrit le Père Grandet dans toutes les étapes de sa déchéance, lorsqu'il décrit la rue dans laquelle il vivait, comment est-ce que il est parti, comment est-ce qu'il va sombrer de plus en plus dans la pauvreté et la misère, comment est-ce que ses filles vont l'exploiter. Et donc, Victor Hugo, qui était un contemporain de Balzac, vont énormément échanger les deux sur la manière d'écrire, sur la manière dont ils voyaient la société française à l'époque. Et donc, les uns et les autres vont énormément s'influencer entre eux dans l'écriture respective de leurs œuvres. Et puis, le troisième personnage, qui est tout aussi important, c'est Émile Zola. Il faut savoir qu'Émile Zola aussi écrira une œuvre qui sera tout aussi importante, c'est Germinal. Cette fois-ci, il ne parle pas de la misère dans les grandes villes à Paris, il parle de la misère en province, notamment dans une mine, dans une exploitation minière. Et donc ça, évidemment, ce sont ces trois personnages-là qui
aujourd'hui sont considérés comme véritables de maîtres en la matière. Et l'œuvre la plus célèbre de ce type de ce style de littérature reste évidemment Les Misérables de Victor Hugo. Donc à la sortie de l'œuvre le 3 mars 1862, le succès va être immédiat. On raconte même que les ouvriers, les gens pauvres qui n'avaient pas les moyens d'acheter le livre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont se cotiser et ils vont organiser des séances de lecture collective. C'est-à-dire que comme les livres, ils n'avaient pas les moyens des uns, ils vont se les cotiser et puis quelqu'un l'a acheté et puis ils lisaient pour ceux qui ne savaient pas lire afin de transmettre, si tu veux, le contenu de cette œuvre-là. Et donc, tout ça va participer, si tu veux, au succès de l'œuvre et va également asseoir véritablement Victor Hugo dans le panthéon des plus grands artistes, des plus grands écrivains de toute la littérature française. Donc, aujourd'hui, c'est une œuvre que l'on peut encore lire, qui est disponible sous format numérique parce qu'elle est tombée dans le domaine public, donc il n'y a plus de droit, il n'y a pas de droit d'auteur acheté. Vous pouvez l'avoir en version numérique, vous pouvez l'avoir en version papier. C'est vraiment une œuvre qu'il faut lire parce que si vous êtes intéressé à l'histoire et si vous vous intéressez à l'histoire du 19e siècle en France, comment est-ce que la société française fonctionnait, comment est-ce que les gens vivaient, comment est-ce que il y avait ces rapports, ces relations sociales selon les classes à l'époque en France au 19e siècle, Les Misérables est vraiment la meilleure fresque qui vous permet de comprendre, de vous immerger dans cette France du 19e siècle et comprendre un peu ce qui va aboutir par la suite, parce qu'il faut bien comprendre que là on est à la période précoloniale, puisque c'est sous Napoléon Bonaparte, sous Napoléon III, que pour détourner un peu en quelque sorte si tu veux, les crises politiques qu'il y avait à l'intérieur de son pays, qu'il va lancer ces grandes campagnes de colonisation, notamment en Afrique, afin de détourner l'attention et essayer de créer une espèce de sentiment d'unité nationale autour de sa personne dans le cadre de ces campagnes-là. Et donc tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant à se rappeler ici. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo avec le fabuleux personnage Jean Valjean. Big up à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.